Débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Cette année, c'est moi qui m'occupe du bouillon d'Awara. Mais il me manque encore quelques ingrédients. Une envie de bouillon d'Awara? Rendez-vous dans votre Hyper NKT. Retrouvez tous les produits indispensables à la réalisation de votre bouillon. Le poulet boucané, les queues de porc, les concombres longes, mais aussi la poitrine fumée. Tout ça dans votre Hyper NKT. Et bien plus encore. Hyper NKT, l'hypermarché le plus proche de vous, Rond-Point-Leblon à Cayenne, ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 20h et le dimanche de 7h30 à 12h45. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, un débat qui va vous intéresser. On parle d'aujourd'hui et de demain, notamment sur la Guyane. On a titré le Grand Forum, la Guyane, terre d'énergie renouvelable. Un focus sur Voltalia et HDF Énergie. Nos invités sur le plateau du Grand Forum, Gauthier Lemot, directeur Guyane de Voltalia, et Alain Cyril, directeur Guyane de HDF Énergie. Messieurs, bonjour. Gauthier Lemot, bonjour. Bonjour Gilles Vernet, bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. Alain Cyril est avec nous également. Alain Cyril, bonjour. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très bien. Je rappelle, donc Gauthier Lemot, directeur de Guyane Voltalia, Alain Cyril, directeur Guyane de HDF Énergie. Alors pour nos auditeurs, tout de suite, pour savoir de quoi on parle, bien sûr, au-delà du titre, je rappelle, la Guyane, terre d'énergie renouvelable. Présentez-nous vos deux entreprises, les deux entités, et puis ensuite on va rentrer dans le sujet avec nos auditeurs et internautes. On les salue d'ailleurs, ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. On va commencer par HDF Énergie. C'est quoi comme entreprise? Bonjour aux auditeurs. HDF est une société française, pionnière mondiale de l'hydrogène énergie, c'est-à-dire les différents moyens et différentes applications pour l'utilisation de l'hydrogène, notamment son utilisation pour produire de l'électricité. En particulier, deux applications majeures, celle de produire de l'énergie à partir des énergies renouvelables. D'accord. Pour conserver l'énergie, et enfin utiliser les prochains réseaux hydrogène pour encore produire de l'énergie et les mettre sur le réseau. D'accord, très bien. Voilà pour HDF Énergie. Alain Cyril. Gauthier Lemot, Voltalia, qu'est-ce que vous faites? Alors pour présenter Voltalia, nous sommes un producteur d'électricité à base de renouvelables, également un fournisseur de services. Alors la société est née en Guyane, on ne le dit pas assez. Oui, c'est vrai. Il y a 15 ans, en 2005. Et aujourd'hui, le siège est basé à Paris, on est présent dans une vingtaine de pays, on a plus de 1000 collaborateurs. Et en Guyane, 50 personnes, 50 collaborateurs, des femmes et des hommes qui gèrent et qui exploitent 6 centrales électriques qui produisent à peu près 10% de l'électricité du littoral guyanais. D'accord, 10%. Voilà, l'équivalent de 45 000 habitants. Ouais, 10%, c'est beaucoup. Et effectivement, ici en Guyane, on peut faire plus. On va en parler, bien sûr. Voilà pour la présentation de HDF Énergie et Voltalia. Biomasse et hydroélectricité, une solution pour la Guyane demain? Écoutez, oui. Je peux prendre le sujet sur la biomasse, puisqu'on est concerné. Chez Voltalia, on a 2 centrales biomasse en exploitation, 2 autres en développement. Il faut savoir qu'il y en a une 3e autre qui a été mise en service par un de nos confrères à Saint-Georges, la société Abiodis. Et pour Voltalia, c'est Kourou, la première centrale 100% biomasse d'outre-mer, qui a été mise en service en 2009 et qui valorise des connexes de scierie. Et à Cacao, récemment, une autre centrale
qui valorise également des connexes de scierie et des connexes d'exploitation forestière. Donc c'est important de savoir que la biomasse, ce sont des copeaux de bois, ce sont des déchets de bois qu'on vient valoriser de l'activité de sciage. Comment, alors on a le temps, on est dans le grand forum, on va expliquer effectivement aux Guyanais, parce que souvent on prend des débats et puis très rapidement on dit biomasse dans les discussions. On a le temps d'expliquer à Guyanais lambda ce que c'est qu'effectivement la biomasse. Comment ça se passe précisément? Alors, la majeure partie de la biomasse aujourd'hui mobilisée, elle vient de la forêt. La forêt qui est gérée durablement par l'ONF et labellisée PEFC d'ailleurs. C'est un label de durabilité et garantie de qualité. Ensuite, les exploitants forestiers donc, vont dans les massifs gérés par l'ONF, prélèvent à peu près 2 à 5 arbres par hectare. Mais en faisant cela, il faut accéder au massif, il faut créer des pistes secondaires, primaires. Il y a des dégâts d'abattage. Quand on coupe un arbre, il y en a plusieurs qui tombent également. Donc il y a une partie de ce bois mort, seulement une fraction, qui est collectée et qui a vocation à être transformée en biomasse. Donc il n'y a aucune coupe franche dans la forêt pour faire de la biomasse. Ce sont vraiment des dégâts d'exploitation. D'accord, très bien. Et ça c'est important parce que souvent on peut imaginer, allez on y va, on coupe du bois et puis allons-y pour la biomasse. Non, c'est important pour nos auditeurs aujourd'hui. Et il y a une centrale à Mana. Alors Mana, c'est pas de la biomasse, mais c'est l'hydroélectricité. Ah, c'est l'hydroélectricité, voilà. D'accord, très bien. On va en parler également. On va en parler tout à l'heure. L'hydroélectricité, c'est l'association d'un fleuve, du débit du fleuve avec la chute, donc une chute naturelle, un saut. Où ce que l'on fait à Mana, c'est qu'on a créé une digue qui est déversante. Le fleuve passe par-dessus cette digue, et donc il y a une usine qui est en berge et qui turbine l'eau et qui génère en fait cette production d'électricité. Donc ce sont des ouvrages à impact modéré. Il y a une passe à pirogue d'ailleurs qui contourne l'ouvrage pour assurer la continuité des usages et une passe à poisson pour assurer la continuité écologique. Donc hydroélectricité du côté de Mana et biomasse où ça cacao et à Kourou. À cacao. Et demain à Petit Saut et à Irakourou. On va en parler tout à l'heure. Cacao et Kourou et hydroélectricité du côté de Mana. Et c'est ce qui donc vous permet de dire 10%, 45 000 personnes ont de l'électricité, l'équivalent des 45 000 personnes grâce à tout ça. À tout ça, avec des centrales solaires, des centrales de stockage également. D'accord. Et l'idée, c'est d'aller un peu plus loin? Oui, on a un plan de charge, et nous et nos confrères, il y a une trentaine de projets en énergie renouvelable qui sont en gestation, pour certains très mûrs, prêts à être construits. Les autorisations ont été obtenues localement. Et il s'agit maintenant d'aller chercher des sésames dans les administrations parisiennes. Bien sûr. Voilà, donc je pense que là, les auditeurs ont compris l'enjeu, bien sûr, et le débat du jour. Photovoltaïque et stockage pour batterie, pareil, on parle de réflexe de demain. De quoi s'agit-il, Alain Cyril? Alors, quand on parle de photovoltaïque, et d'éolien aussi d'ailleurs. Et d'éolien. On parle là en fait des énergies primaires. Ces énergies primaires-là, elles ont cette caractéristique de ne pas être permanentes, de ne pas être continues. Elles sont intermittentes. Le soleil, on l'a qu'en journée, pas le soir. Et le vent, il est pas toujours constant. C'est pour cela qu'il est nécessaire, dans le cas de ces énergies renouvelables-là, de trouver les voies et moyens pour assurer la continuité de la fourniture en répondant aux besoins de consommation, aux besoins des populations. Et c'est comme cela que on vient proposer des systèmes de stockage pour assurer ce service-là. Et nous, HDF, nous avons mis en œuvre les solutions dites Renewstable, qui nous permettent en fait d'assurer une production d'énergie garantie. Et nous utilisons le vecteur hydrogène comme moyen de stockage de cette énergie-là. Il s'avère que l'électricité en elle-même, il est extrêmement difficile de la conserver, de la stocker. De la stocker, oui. Certes, il y a la technologie des batteries qui nous permettent de la stocker, mais c'est ce qu'on appelle le stockage courte durée. Oui. Mais il faut des moyens... Pourquoi on ne peut pas stocker plus longtemps? Sans être trop technique. En fait, l'énergie, ce sont des ondes, et donc elles sont tout le temps mobiles. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas stocker aisément l'électricité. Ok. Il faut donc ce qu'on appelle un vecteur énergétique pour la stocker. C'est le cas de l'eau
derrière un barrage hydroélectrique. C'est le cas du potentiel biomasse dans une forêt. Et des panneaux solaires. C'est le cas des carburants, qui sont des vecteurs énergétiques. Et nous allons vers les prochaines solutions qui sont d'utiliser l'hydrogène, qui est en fait le vecteur énergétique premier et qui est surtout absolument non polluant. Parce que l'hydrogène, on va le produire à partir de l'eau et il va rejeter aussi de l'eau. Je veux rappeler que ces technologies-là, ce sont des technologies qui sont éprouvées. On peut citer le Centre spatial guyanais qui utilise l'oxygène et l'hydrogène pour la fusée. Les piles à combustible, qui sont donc ce nouvel équipement que l'on met en œuvre, sont aussi des systèmes éprouvés. Il y a 50 ans, la conquête sur la Lune utilisait déjà des piles à combustible, et nous démocratisons ces piles à combustible. D'accord. Là où c'était des équipements qui pouvaient coûter extrêmement cher précédemment, eh bien, nous allons mettre en œuvre les moyens de les produire de façon standardisée pour qu'ils soient accessibles aux particuliers. À tous. Voilà, aux particuliers, on va pouvoir y revenir justement, notamment pour ces particuliers. Deux mots, puisque on le dit, je rappelle, terre d'énergie renouvelable, et dans la transition avec Dominique tout à l'heure, je parlais d'aujourd'hui et de demain. Deux mots sur la PPE. Je rappelle, l'État et la CTG fixent le cap. Vos entreprises sont-elles impliquées dans cette PPE et comment elles sont impliquées dans cette PPE? Gauthier Lemot. Effectivement, tout part de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, c'est une loi qui date de 2015 et elle envoie un message très fort. Elle dit autonomie énergétique pour les régions ultramarines à 2030. Donc, c'est un pari un peu fou. C'est autonomie énergétique, c'est-à-dire qu'on doit produire localement son électricité et ses carburants. Donc, tout doit être électrique et puis des stockages. Et là, on est au cœur du débat, mes chers auditeurs. Donc, allez-y. Hydrogène. Donc, c'est pour le transport et l'électricité, on doit être autonome. Ça, c'est la loi. Ça peut sembler un peu inatteignable. Eh bien, en fait, en Guyane, on va voir que c'est un des rares territoires qui peut atteindre cet objectif très ambitieux. Parce qu'on a ce qu'il faut ici en Guyane. Des ressources. On a des ressources. Exactement. On a l'entièreté des potentiels, qu'ils soient hydrauliques, biomasse, solaire, éolien aussi. On a cette possibilité-là d'atteindre cet objectif-là. Il faut déjà noter que la Guyane est le meilleur élève français, parce que on atteint déjà plus de 65% avec Petit Saut d'énergie renouvelable. D'accord. Je vois des messages, notamment sur le Facebook. On va essayer de tordre le cou, deux, trois clichés, c'est quand même important. Il y a Michel qui dit « Je n'arrive pas à m'enlever de l'idée que l'énergie biomasse, c'est couper des arbres, récupérer ce qui reste pour faire l'énergie en sachant qu'il n'y a plus d'arbres plantés depuis 1974. » Bon, c'est ce que dit Michel. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Michel sur la biomasse? C'est important parce qu'on parle d'enjeux de demain. Bien sûr. Non, le sol en stock de carbone, donc en stock de bois dans la forêt guyanaise, il est positif. Il y a des prélèvements, ça crée des chablis, et c'est comme ça que la forêt se régénère. Quand les arbres sont très matures, ils poussent plus, ils stockent plus de carbone. Donc il faut créer des trouées. Et puis, donc, elles sont très mesurées. On a dit 2 à 5 tiges par hectare. Donc, ça régénère les massifs. Ensuite, effectivement, les aménagements agricoles et les aménagements urbains créent des coupes franches. Et ça c'est d'autres raisons, effectivement. Il faut créer de la surface agricole utile pour atteindre l'autonomie alimentaire. Absolument, il faut équilibrer tout ça. Nos concitoyens. Bien sûr. Et donc là, il y a typiquement, on a des ressources de biomasse, de bois qui sont perdues. On ne va pas les mettre en décharge et encombrer la décharge des maringouins. On va la valoriser. Donc il faut être bien certain que la vocation de ces défriches-là, elle est agricole ou urbaine. Et à ce moment-là, on peut la valoriser. Voilà pour la réponse concernant Michel. À quand on continue sur notre débat, mais de temps en temps, je pose des questions par rapport à nos internautes. À quand les éoliennes en pleine mer? Alors, est-ce que, je crois que c'est vous qui l'avez dit lors d'une émission ici, pas assez de vent pour l'éolien ici en Guyane? Dites-nous. Alors, on va pas dire pas assez de vent. Chaque territoire a un potentiel. Bon, il s'avère qu'en Guyane, nous avons entre guillemets la chance d'avoir les alizés qui soufflent régulièrement, mais qui ne soufflent pas trop fort. Donc effectivement, on n'a pas un vent
qui est extraordinaire, mais on a quand même du vent. Oui. Donc, le potentiel éolien, il est possible. On va chercher le vent à 100, 120 mètres de hauteur, qui est totalement différent du vent au sol. Donc, on peut comme ça mettre en œuvre le projet. Pourquoi pas aller chercher l'éolien en mer? Maintenant, c'est toujours une question. Est-ce que ça fournit beaucoup d'électricité, tout ça? Je sais pas, pour la Guyane, il faudrait combien de... La réponse, elle est dans la consommation. Cela dépend des besoins de consommation et les productions doivent répondre aux besoins de consommation. Nous sommes un territoire de 300 000 habitants, très bientôt 500 000. Il nous faut produire de l'énergie pour 500 000 habitants. Lorsqu'on sera 2 millions, on aura les moyens de produire pour 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui déjà, on sait que nos potentiels énergie renouvelable, quels qu'ils soient, et principalement solaire et solaire hydraulique, vont nous permettre de répondre à tous ces besoins-là. C'est pour ça qu'on disait que oui, effectivement, les objectifs tels qu'ils sont mis en place par la PPE sont des objectifs qui sont parfaitement atteignables. Pour vous, la PPE, HDF Énergie, comment vous êtes impliqué? Nous rentrons dans son cadre, notamment le tout premier projet que l'on fait est une réponse à une question de la PPE, question qui indiquait qu'il fallait proposer pour l'Ouest guyanais 20 MW d'énergie garantie. Eh bien, c'est comme cela que nous avons proposé au territoire de réaliser ce projet CEOG qui va fournir les 10 MW de projet garanti. Donc, on va répondre à 50% du besoin dans un premier temps. Et puis, d'autres ou nous-mêmes poursuivront la réponse à ce besoin-là. Vous avez bien compris, mes chers auditeurs et internautes, on parle vraiment des enjeux de demain. C'est la question, les grands débats, les débats des centrales électriques. Vous l'avez bien compris. Avec vous, 25 76 25. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au standard. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Allez-y. L'éolienne, en fin de compte, ça revient très cher à la réparation. Comment vous allez faire? Alors, il n'a pas dit qu'il en mettait, notre invité. Mais bon, si d'accord, il n'a pas dit qu'il en mettait. C'est moi qui lui posais la question. Parce que ça revient trop cher à réparation. D'accord, très bien. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Non, de toute façon, il n'est pas question d'éolien en Guyane. Non, mais je peux apporter peut-être un éclairage. Il y a des projets terrestres, nous on en fait. On a développé un depuis de nombreuses années à Matiti. Il y a des contraintes radar de l'armée, radar Météo France. C'est pour ça que le développement est ralenti. Les autres potentiels en terre, ils sont connus, ils sont du côté de Sinamari, du côté de Mana. Il y a toujours des enjeux de radar ou des enjeux de couloirs migratoires, donc les oiseaux migrateurs. Et donc, il faut bien sûr faire attention à la biodiversité à chaque fois qu'on implante nos projets. Et puis peut-être pour compléter sur l'éolien en mer, pour qu'un projet soit effectivement rentable, il faut qu'il soit de très grande taille, de taille très conséquente. On parle de plusieurs centaines de mégawatts, comme ce qu'on voit se développer en Europe. Et à ce moment-là, il faudrait pouvoir exporter le surplus d'énergie sur les pays voisins. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'accord pour exporter l'énergie au Suriname ou au Brésil. Et pour compléter... Donc, projet d'éolien à Matiti. Oui. Et pour compléter à la question de l'auditeur qui s'inquiète des coûts de maintenance. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les projets énergie renouvelable, tels qu'on les développe sur le territoire, ils doivent, outre répondre à une vertuosité écologique, c'est-à-dire protéger notre nature, les couloirs écologiques, ne pas couper des espaces trop importants de forêt, etc. Bien sûr. Ils doivent aussi répondre à une vérité économique. Nous devons être, nous les producteurs d'énergie renouvelable, absolument compétitifs, meilleurs compétiteurs que les énergies conventionnelles. Donc on répond aussi à cette double équation-là. Il y a une logique dans ce que vous dites. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, voilà, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Je voulais juste vous poser une question. Il y a quelque chose qui m'embête un peu pour la biomasse. Parce qu'en fait, déjà, en sachant que ça coûte extrêmement cher les transports, pour transporter le bois, tout ça, je voulais savoir, est-ce que c'est eux qui vont faire le transport du bois ou est-ce qu'ils vont... faire appel à une autre entreprise? Voilà, c'était ma question. Du coup, ça fait tourner l'économie, quoi. Non. Voilà. C'est le but de la question, d'accord, très bien. Oui, est-ce que
Voilà, est-ce que ça va... Est-ce qu'ils vont faire tourner, est-ce que ça fait tourner l'économie? Voilà. Ok, très bien, merci pour la question. Je peux apporter une réponse à la question de Daniel, merci. Effectivement, quand on fait de la biomasse, il faut savoir que pour 1 MW de puissance installée pour une centrale, c'est 10 emplois. Donc c'est 10 fois plus que du diesel. C'est de loin l'énergie qui va créer le plus d'emplois. Et effectivement, le gros des emplois, c'est dans la logistique, la mobilisation de la biomasse, depuis les massifs forestiers ou les lieux où il y a des défriches agricoles, par exemple, jusqu'à la centrale. Il faut façonner ce bois, il faut le broyer. Et donc, bien évidemment, nous, on est énergéticiens, on n'est pas transporteurs, on fait appel à des sociétés tierces. Et il faut savoir également que tout ça a un coût, effectivement, mais l'électricité produite à partir de la biomasse, et c'est vrai pour toutes les autres énergies renouvelables, c'est ça la beauté de ces énergies, c'est qu'elles sont moins chères, elles sont plus compétitives que l'énergie thermique conventionnelle à base de diesel importé. Et moins polluante. Diesel ou agrocarburant. Moins cher, moins polluante, plus d'emplois, plus de fiscalité. Moins cher, moins polluante, plus d'emplois, c'est la question. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Allez-y. Non, il a tout dit. D'accord. Alors, justement, et là aussi, j'aurais voulu que les auditeurs nous disent leur vision, notamment sur, à chaque fois qu'on parle d'énergie renouvelable, qu'est-ce que vous entendez par là, chers auditeurs ou internautes, je vois que vous posez quelques questions là-dessus. Quand on vous dit énergie renouvelable, vous pensez comment demain, notamment pour la Guyane, et on va rentrer dans ce débat sur les enjeux économiques et écologiques pour la Guyane. Pourquoi je le dis, pourquoi je pose ce débat-là aujourd'hui? Parce qu'on a eu plein de débats, notamment sur le pétrole offshore ici en Guyane. On a eu plein de débats sur les projets miniers. En tout cas, le méga projet minier, on va pas citer là parce que ça va réveiller des choses. Et donc, on a bien compris que les Guyanais tiennent à conserver leur territoire avec une certaine propreté, etc. Mais en même temps, on a besoin d'énergie, il faut que les choses évoluent. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a 300 000 habitants, tout le monde doit avoir de l'eau potable et d'électricité. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, Eric à l'appareil. Allez-y, Eric. Monsieur, combien d'emplois d'électriciens allez-vous créer approximativement au total Et deuxième question, par rapport à la quantité d'emplois d'électriciens que vous allez créer, est-ce que vous allez mettre sur pied un centre de formation d'électriciens, une école de formation ou un truc comme ça? Parce qu'il faudra bien les former. Merci. Électricien, vous dites, directement, électricien. Écoutez, je vous laisse répondre. Oui, on peut répondre de façon très aisée. Prenons l'exemple du projet sur lequel nous travaillons. Donc, HDF Énergie, ouais. Voilà, qui va produire 55 gigawattheures, donc 5% du besoin énergétique du territoire. D'accord. Pendant la construction, c'est pas loin de 200 emplois. D'accord. 200 emplois locaux qui vont être répartis sur les opérateurs de la place. Et puis pendant l'exploitation, eh bien, c'est une vingtaine d'emplois, on va dire pour moitié des emplois opérationnels, des électriciens, des techniciens en système industriel, mais aussi et il nous faut des gardiens, des prestations en espace vert. Donc c'est tout un complexe économique et technique qui se met en place sur des emplois pérennisés sur une vingtaine d'années. Et puis sur la question de la formation... Alors c'est important parce que j'allais vous poser la question justement, est-ce que vous trouvez sur place tous ces techniciens pour pouvoir travailler avec vous, HDF Énergie, Voltalia? Continuez. En fait, nous sommes déjà très bien lotis en Guyane, oui. Notamment sur les formations supérieures. Bon, les formations de base d'exécution, de postes d'exécution, ça y en a. Elles sont licites, mais les formations supérieures, elles existent. À Kourou, il y a le DUT Génie Élec, absolument, qui produit des brillants électriciens. Il y a un BTS maintenance industrielle. Et aujourd'hui, à l'université, on forme des ingénieurs en énergie renouvelable et en électricité. Donc ça veut dire que vous pourrez vous fournir ici, sur place? Bien sûr. Alors bien entendu, tous les centres d'enseignement sont compétitifs entre eux. S'il faut aller chercher des profils complémentaires. Là encore, la Guyane a la chance d'avoir un champ d'activité industrielle, notamment grâce à
à la base spatiale, qui nous permet d'avoir cette culture industrielle et de pouvoir puiser dans notre vivier. Vous avez dit un mot important, la culture industrielle, c'est vers ça qu'on veut emmener notamment le regard des Guyanais. Sur cette même question, Gauthier Lemot. Oui, je veux bien ajouter, si on prend en considération l'ensemble des acteurs, puisqu'on est réunis dans une interprofession qui s'appelle le GENERG, c'est une trentaine de projets, on l'a dit, c'est à peu près 600 millions d'euros d'investissement d'ici à 2028, dont une majeure partie, une grande partie de cette enveloppe sera dépensée localement, et c'est 600 emplois à la clé. Et concernant Voltalia, c'est une centaine d'emplois qui seront créés à Petit-Saut pour la future centrale biomasse du barrage, à côté du barrage. Également sur un chantier à venir à Maripasoula, une centaine d'emplois de chantier et une dizaine d'emplois permanents. Et à chaque fois, ce sont bien des emplois locaux, non délocalisables. Et puis, ces centrales ont vocation à tourner 25, voire 40 ans. Donc, ces emplois durables. Pour la formation, nous sommes vraiment investis dans la formation des jeunes Guyanais. Oui. On intervient à l'IUT, on intervient également au Master Énergie. D'accord. Quand je dis nous, c'est Voltalia, c'est HDF, pour également pour inciter les jeunes à faire des études par là, exactement, dans ce secteur-là. Voilà. Et c'est vraiment la volonté, c'est de recruter localement, de former les jeunes et d'anticiper. Très bien. Et ce qu'on peut rajouter, bien sûr, c'est que ces emplois-là, ce sont des emplois localisés. C'est-à-dire que l'autre avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles viennent planter des installations au plus près des localités. Quand on va faire une centrale à Maripasoula, les emplois, ils seront à Maripasoula. Lorsque nous faisons notre projet dans la zone de Mana, sur le territoire de Mana, les emplois seront à Mana. On ne peut pas imaginer construire une centrale dans un lieu et que les opérateurs vivent ailleurs. Oui, on est à Cayenne, la centrale est à Saint-Laurent, c'est compliqué. On peut parler de complément pour la centrale du Larivot, tout ce que vous faites, Voltalia Énergie et HDF Énergie. C'est un ensemble, très clairement. Lorsqu'on parle de la centrale du Larivot, on vient parler du système électrique guyanais. Exact. On l'a dit précédemment, nous avons un potentiel avéré en termes d'énergie renouvelable. Il y a la centrale de Larivot qui va apporter une certaine sécurisation du système électrique. Et les centrales qui vont venir en énergie renouvelable vont assurer l'ensemble des nouveaux besoins en énergie du territoire. Gauthier Lemot ? Oui, c'est effectivement un système qui est complémentaire. On avait des craintes face à la taille du Larivot, on l'avait exprimé publiquement au sein de notre interprofession, qu'il n'y ait plus assez de place pour développer d'autres projets alternatifs. On a été rassurés par les décideurs. La réalité, c'est que les projets renouvelables, on l'a dit, sont compétitifs, vont créer plus d'emplois, et donc il y a une dynamique assez irrésistible. Ces projets vont voir le jour, et à terme, ce qui va se passer, c'est que le Larivot va réduire la voilure et va tourner de moins en moins jusqu'à s'arrêter. D'accord. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif, bien sûr, et c'est pour ça qu'on parle de ces enjeux économiques et écologiques avec nos auditeurs et nos internautes. Ils l'ont déjà compris. Le but, c'est de faire plus, notamment d'énergie renouvelable, par rapport au regard des Guyanais qui veulent préserver leur territoire notamment. Mais de toutes les façons, on a besoin plus que d'autres secteurs, parce que la Guyane, c'est un grand département. Comment vous imaginez justement la Guyane de demain avec ces énergies renouvelables, en sachant que pour l'instant, pour aller à Maripasoula, il faut prendre l'avion, certains endroits, il faut prendre la pirogue, à Trois-Sauts, du côté de Saint-Georges, c'est pas Cayenne, Sinnamary, Saint-Laurent. Comment vous imaginez ce territoire demain, HDF Énergie? Mais Gilles, vous disiez qu'on a besoin de faire plus. Nous allons faire tout. Tout en énergie renouvelable. Et prenons l'exemple. La Guyane peut être un exemple mondial même. Absolument. Prenons l'exemple des villages isolés du Haut-Maroni. Aujourd'hui, ils sont déjà équipés en énergie renouvelable. Il y a des champs de panneaux solaires à Talouenne, à Toenke, etc. qui fournissent. Donc, la dynamique, elle est lancée, comme on l'a dit. On sait que nous avons le potentiel. Maintenant, il faut qu'effectivement les projets se mettent en œuvre, se réalisent. Ça n'est pas facile, c'est une vraie compétition. Mais là encore, nous sommes bien engagés parce que, comme je vous le disais, à la vertuosité écologique, nous venons y ajouter de la compétitivité économique. Et vous, comment vous imaginez
cette Guyane de demain. On peut être un exemple, notamment dans ce domaine-là précisément. On peut être numéro 1, il faut penser comme ça, parce que c'est le territoire qui veut ça. Et je poserai la question aussi à nos auditeurs. Comment vous imaginez votre Guyane de demain, chers auditeurs, avec cette énergie renouvelable? Vous allez nous dire. Gauthier Lemot. Oui, on est tous liés par les enjeux du changement climatique. Bien sûr. En Guyane, on fait notre part et on a la possibilité d'être un territoire d'exception exemplaire. Donc on le voit, il y a déjà sur les écarts, les communes isolées, il commence à y avoir des équipements de kits solaires. On voit de plus en plus de toitures solaires. Ça, on pourra en parler chez Voltalia avec notre filiale Elexia. On peut apporter des services. Donc dès qu'on a 700 mètres carrés de toiture ou de parking, on peut l'équiper. Il y a plusieurs schémas qui existent, mais c'est vraiment intéressant. Ça permet aux propriétaires de faire leur part dans la lutte contre le changement climatique et également d'obtenir des revenus additionnels pour du foncier. Ensuite, il y a plusieurs grands projets. Donc les objectifs de la PPE sont sectoriels. Il y a de la biomasse, il y a de l'hydro, il y a beaucoup de solaire. Et il y a notamment un potentiel solaire qu'on imagine assez peu, mais pourtant c'est vraiment très intéressant. C'est le solaire flottant sur petits seaux. On a ici du foncier qui est peu exploité, inexploité. On peut libérer des espaces avec une technologie que nous maîtrisons d'ailleurs, Voltalia, et faire appel à plusieurs confrères pour bâtir ensemble une méga centrale solaire flottante. On parle d'à peu près 3% de la surface du lac, 1000 hectares. Et alors là, on règle le sujet de la transition énergétique. On peut devenir tout électrique. C'est de ça dont il s'agit, mes chers amis. Alors, les auditeurs, et voilà, moi, je veux que vous participiez à ce débat. Comment vous imaginez votre Guyane de demain, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre. Allez-y, Jean-Pierre. Et bonjour Gilles, bonjour à tes invités. Je veux leur poser une question. Est-ce que dans ce projet, on engage leur responsabilité du début jusqu'à la fin de la chaîne? Je m'explique. Déjà, concernant les pneus usagés, on n'arrive pas à traiter ça. Il y en a des pneus qui traînent un peu partout. Je ne sais pas si il y a un circuit de façon à récupérer les pneus usagés. Les usagés, le circuit, parce qu'il faut en parler, ça, Gilles. Oui. Je ne sais pas, le circuit des usagers, pas mal de véhicules qui rentrent et qui circulent dans le territoire, d'où se termine ces usagers. Et quand il y a le panneau solaire. Le panneau solaire, on sait très bien que ça utilise pas mal de batteries. Et les acides de ces batteries-là, c'est pour ça que je voulais me dire, est-ce que ça vous engage du début jusqu'à la fin? Que deviendront-ils ces batteries-là? Comment qu'ils seront traités? Est-ce que les acides ne seront pas reversés, déversés dans la nature? Parce qu'on dit bien notre belle Guyane, ceux qui sont là, je dis pas ça pour vous, se contentent de se mettre plein les poches, je dis pas ça pour vous, les invités. Mais on voit à peu près comment ça se termine. Alors je voudrais une assurance là-dessus concernant les acides usagés, qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce que deviennent ces acides? Très bonne question. Ils vont répondre. On enchaîne un autre auditeur. Vous avez noté la question? Et on va enchaîner avec un autre auditeur. Allez, c'est parti. Très très bonne question. Allô, bonjour. Allô, allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si la canne fibreuse, est-ce qu'on peut en vivre de cela pour faire... La quoi? La canne fibreuse. La canne fibreuse. Allez-y, continuez. Ouais. Que, par exemple, si j'exploite, si j'ai une exploitation, je pourrais leur en vendre, par exemple. Première question. Et puis deuxième question, j'ai un peu de foncier à ma disposition. Ouais. On peut s'arranger pour une location, pour par exemple, du photovoltaïque. Ah, très bonne question aussi. Vous êtes de quel côté? Ah bon, il n'a pas dit de... Mais ceci dit, la question est intéressante parce que pour mettre photovoltaïque et autres, il faut du foncier et il y en a qui se proposent. Est-ce que ça se passe comme ça et c'est comme ça que ça doit se passer? Je sais pas. Allez, vous avez plusieurs questions, je vous laisse répondre. Et je laisse la deuxième pour Gauthier. Oui, sur la question du traitement des déchets, de leur valorisation, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, un projet industriel comme nous le développons ne peut pas ne pas prendre l'engagement du devenir de ces déchets industriels. Mais avant cela, et c'est ça aussi une des qualités des énergies renouvelables, c'est que nous avons très peu d'intrants, nous avons très peu de produits que nous utilisons pour produire l'énergie. Donc, de la même façon, on a aussi très peu de rejets. Alors bien entendu, il y a la vraie question du devenir des panneaux solaires. Dans le cadre de notre modèle économique, eh bien, nous avons des réserves financières qui sont mises en place pour que
dans 25 ans, nous soyons en mesure de recycler ces panneaux solaires-là. D'accord. Là. Et avec, faut aussi, on peut déjà le dire, nous avons aussi une évolution de la fiabilité et du rendement des panneaux solaires qui va crescendo dans le cadre de notre projet. Vous allez nous parler des projets tout à l'heure. Dans le cadre de notre projet, par exemple, entre 2017 et 2020, nous avons réduit de 20% la surface au sol en conservant le même niveau de puissance. D'accord, très bien. La canne fibreuse, c'est pas pour vous la question, c'est pour Gauthier Lemoux. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Alain sur la première question. Si je peux compléter, effectivement, aujourd'hui, le panneau solaire, il se recycle très bien, à peu près 90%. On est au même niveau que la canette d'aluminium, si vous voulez. Et quand on achète un panneau, on paye une redevance à un organisme qui s'appelle PV Cycle. Il est présent en Guyane. Il est en charge de collecter les panneaux en fin de vie. On les met dans les conteneurs qui repartent nombreux, vides, vers la métropole, et c'est traité en métropole. D'accord. Et puis pour les batteries, il n'y a pas de filière qui existe de retraitement en Guyane, mais effectivement, on les envoie pour un retraitement spécifique dédié en métropole. Donc voilà, on est des acteurs responsables, on ne laisse pas des friches industrielles derrière nous. On dédie, comme l'a dit Alain, des fonds dédiés pour le démantèlement. Et alors pour la canne fibreuse, c'est vrai que c'est un approvisionnement, c'est une ressource de biomasse qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent. Ça peut constituer un revenu additionnel complémentaire aux agriculteurs qui voudraient faire de l'agroforesterie, donc diversifier leurs activités, des cultures maraîchères, des cultures de canne fibreuse. Donc c'est comme de la canne à sucre, mais avec un haut rendement en fibres, très peu donc moins humide. Et cette canne, on peut la conditionner pour l'utiliser dans les centrales biomasse. D'accord, très bien. Et concernant la location, c'est intéressant ce que dit notre auditeur. J'ai du foncier, il a pris conscience de l'intérêt d'énergie renouvelable et il se dit, si vous voulez, j'ai du foncier, est-ce que c'est possible de l'utiliser? Comment c'est possible ça? Aujourd'hui, des acteurs proposent des solutions, mais je vais vous citer 4 exemples qui montrent que les synergies sont possibles, et on parlait tout à l'heure de l'intégration de ces systèmes dans notre quotidien. Les lycées de Saint-Laurent, Mana et Rémire-Montjoly sont des lycées qui sont recouverts de panneaux solaires. D'accord. Ce sont des lycées énergétiquement positifs. 100% non, mais les lycées fonctionnent à 100% ou c'est... Dites-nous, ça c'est intéressant. Le modèle économique de l'époque ne permettait pas l'autoconsommation. Donc, les panneaux étaient mis en œuvre et cette énergie-là, elle est mise en œuvre, elle est revendue sur le réseau. D'accord. Mais entre guillemets, les lycées produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. D'accord. Je vais donner un autre exemple, qui est un bâtiment public, où là, a pu être mis en œuvre des possibilités d'autoconsommation. Donc le bâtiment autoconsomme sa production sur son toit, et puis les excédents sont mis sur le réseau. Et puis un troisième exemple, qui est en cours de construction, je me permets de le citer, qui est le tennis club de Suzini. Suzini, on voit la construction là, en ce moment. Qui est en train de construire des cours couverts. Ces cours couverts-là seront recouverts de panneaux solaires en autoconsommation ou en revente. Donc oui, les possibilités sont extrêmement présentes. Nombreux sont les opérateurs qui proposent des solutions pour les individuels et pour les privés. Alors bien entendu, plus on a de la surface, plus c'est aisé, mais les solutions existent aussi pour les maisons individuelles. D'accord, je reçois des messages privés là. C'est pour ça que de temps en temps que je regarde mon téléphone sur, bien sûr, le thème du jour. Autonomie énergétique. Voilà un mot, un gros mot, un bon mot. Économie énergétique, c'est un bon mot. Enjeu du territoire. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est votre but, c'est d'aller vers ça. On verra ensuite avec les Guyanais et les élus, on en parlera tout à l'heure. Autonomie énergétique, enjeu du territoire. Alain Cyril. Alors, quand on parle d'autonomie, il faut maintenant attention, le territoire est grand comme le... Bien sûr. On le dit souvent comme le Portugal. Alors, il faut intégrer, en fait, le caractère endogène. Ouais. Le caractère endogène des énergies. Globalement, quand on fait nos installations, c'est notre soleil, c'est notre bois, c'est notre vent, c'est notre eau qui produit l'énergie. C'est
C'est important de le dire comme ça. Voilà, oui. Et je vais pousser donc la démonstration. Notre vent, notre soleil, voilà. notre... Voilà. Et avec, donc pour ce qui est de la part de la filière hydrogène, nous allons produire sur place notre propre hydrogène. Il faut bien comprendre que l'hydrogène, ça se compare directement au carburant. Aujourd'hui, les carburants, quels qu'ils soient, ils viennent d'ailleurs. Eh bien, nous, dans un projet comme le nôtre, nous allons produire notre propre hydrogène, le stocker chez nous et le consommer nous-mêmes. Donc, il est là, en fait. C'est tout cet enjeu-là qui donne au développement des énergies renouvelables cette forte capacité de pousser, de catalyser les systèmes économiques guyanais. On va voir comment ce message-là est perçu du point de vue de nos élus, de nos politiques et de la population également, mais tout à l'heure. Autonomie énergétique, enjeu du territoire, bien sûr. Gauthier Lemot, quel message pour nos auditeurs maintenant? Déjà, l'autonomie, c'est la loi. C'est la loi qui le veut et il se trouve que c'est une bonne solution pour les Guyanais et les Guyanaises et c'est une bonne solution pour le climat. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir disséminer plusieurs projets sur les différentes communes de Guyane. Ces investissements vont irriguer les communes d'emploi et de revenus durables et vont permettre, en utilisant des ressources endogènes, des ressources locales, d'atteindre cette autonomie. Ça, c'est aujourd'hui, c'est pas un vœu pieux, les technologies existent, on est là pour le prouver, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on les met en œuvre. Avant, c'était un discours tellement loin, aujourd'hui, on est dans le concret. Voilà, et il faut savoir que ça se fait de concert avec EDF. Toute l'électricité que nous produisons, nous, les confrères, on la vend à EDF, qui reste l'entité qui distribue et commercialise l'énergie. Et c'est important que ce soit EDF qui ait encore ce monopole en Guyane. Très bien. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oula, attendez, on va faire ça comme ça ici. Allez-y. Oui, concernant les énergies renouvelables. Donc, je parle pas de l'hydroélectrique, je parle du solaire. On a un département où quand même une bonne partie de l'année est ensoleillée. Donc je ne comprends pas pourquoi on parle de danger pour la planète, etc., le trou de la couche d'ozone, etc., d'autres baratins pareils. Et je demande pourquoi justement ils ne sponsorisent pas justement les Guyanais, ceux qui veulent, pourquoi c'est pas sponsorisé, et l'installation par exemple d'une petite centrale solaire à la maison, et ça permettrait de soulager justement les gros producteurs là, EDF, etc., et ça dépannerait bien aussi les gens, ça ferait faire quelques économies. Et je trouve que le solaire, par exemple, le solaire reste quand même très cher, parce que les panneaux coûtent quand même très cher. Les batteries, pareil. Donc, il va falloir, je pense, dans l'avenir, penser à sponsoriser ceux qui veulent, par exemple, installer sur un pont de leur toit de l'énergie solaire, de manière à faire quelques petites économies, ça ne sera pas négligeable. Merci. Et ils prennent note, notez, vous allez répondre tout à l'heure, on va enchaîner nos auditeurs. 25 76 25, la question d'énergie renouvelable vous intéresse. C'est normal, c'est surtout en Guyane. Pourquoi on fait ce débat aujourd'hui? Je voudrais que les Guyanais prennent conscience de nos richesses, du potentiel et de comment on avance pour demain. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y. Oui, du coup, on est sur un palier, on va dire, d'innovation, en tout cas pour la Guyane. Je trouve ça assez intéressant. J'aimerais bien voir le regard de ces messieurs, justement, sur la centrale du Larivot, les turbines à combustible, ce qu'ils en pensaient concrètement et comment eux pouvaient justement justifier, en tout cas, peut-être même valider ce projet. Voilà. Très bien. Ils vont répondre. Donc là, notre auditeur tout à l'heure, et puis peut-être cette première intervention là à l'instant. Qui veut répondre? Je peux y aller. Allons-y. Sur la première question, l'autoconsommation, elle est possible pour tout le monde. Tout le monde peut acheter des panneaux aujourd'hui, les installer. Il y a énormément d'entreprises qui peuvent installer. Et l'autoconsommation, ça permet de s'affranchir du réseau EDF durant la journée, quand il y a du soleil. Et ces installations, grâce à la baisse du coût des panneaux, est rentable au bout de 5 à 7 ans. Ça peut paraître long, mais c'est des panneaux qui peuvent durer 15 à 20 ans. Donc il faut y penser, c'est un bon réflexe. Et pour des personnes qui ont des surfaces plus importantes, on va dire à partir de 700, 800 mètres carrés, on peut toujours faire de l'autoconsommation. On peut également louer cet espace à des opérateurs qui vont construire et exploiter une centrale, qui vont revendre à EDF. Très bien. Et pour
l'autre auditeur. Alors pour compléter dans cette question-là, aujourd'hui, le coût de l'autoconsommation est inférieur au coût de la facture énergétique. Donc oui, c'est intéressant d'aller vers ces solutions-là. Maintenant, effectivement, il faut être en capacité de porter un investissement qui devient rentable au bout de 5-7 ans. Et puis sur la question globale de la Révo, bon, nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas spécialiste? Non, nous n'avons pas lieu de critiquer ou de commenter les projets des confrères, fussent-ils EDF, PEI. Bien sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un système électrique qu'il faut bâtir. Donc, nous sommes en pleine construction de ce système-là. Et puis, il y a une orientation qui est clairement donnée, qui est celle d'aller vers le 100% énergie renouvelable. À l'horizon 2030. 2030, c'est très bientôt. Nous, les producteurs d'énergie renouvelable, nous le disons de façon franche et claire, que nous avons la capacité de mettre en œuvre des projets pour atteindre cet objectif, qui n'est pas un objectif utopique, qui est un objectif certes ambitieux, mais parfaitement réaliste. Voilà, mes chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour cette énergie renouvelable? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour demain? Je veux bien vous entendre là-dessus. Il y a Serge qui dit sur le Facebook Live, pas d'industrie pour recycler les batteries, et pourquoi ne pas en créer une en Guyane? Ça donnerait du travail aussi pour le photovoltaïque. Pareil, pourquoi ne pas le créer en Guyane, ce genre de structure-là? Pourquoi pas? Je vais prendre un autre exemple. Allons-y. Je vais prendre un autre exemple d'activité industrielle et économique qui vient faire de la valorisation de produits entre guillemets perdus. Celui des conteneurs. Aujourd'hui, alors il y a encore 10 ans, tous les conteneurs repartaient ou croupissaient en quelque part. Mais aujourd'hui, nombreux sont les opérateurs qui proposent des valorisations de conteneurs pour notamment de la construction de maisons ou de bureaux. D'accord. À partir du moment où on a un volume de produits qui permettent la mise en œuvre d'une activité rentable, mais bien entendu que ces activités-là se mettront là, ce sera bien entendu plus intéressant de recycler chez nous que de les faire repartir ailleurs. On met des batteries dans des conteneurs même. À Mana, on a inauguré en décembre une des plus grandes batteries de France. Ce sont des conteneurs maritimes qui sont remplis de batteries, donc l'équivalent de ce qu'on a dans nos téléphones, mais c'est plutôt, là c'est 2 millions d'iPhone, qui viennent soutenir le réseau de l'Ouest guyanais. Donc dès qu'il y a une coupure, ça assure l'électricité pour plus de 12 000 habitants. Donc effectivement, il commence à y avoir beaucoup de batteries, des batteries à Montsinéry et des batteries à Desgrades-des-Cagnes. Il y en a à Mana, il y en aura beaucoup plus à Mana bientôt. Dès qu'on aura atteint une taille de marché suffisante, ce sera intéressant de créer une filière locale, former des jeunes Guyanais pour ces travaux de recyclage. Gauthier Lemot, Alain Cyril, dites à nos auditeurs ce que les actions, c'est-à-dire peut-être qu'ils passent devant, ils se disent « Ah, tiens, ça c'est Voltalia, ça c'est HDF Énergie, c'est bien. » Voilà, ils ont comme ça leur idée. Donnez des exemples concrets de ce que vous faites et des futurs projets. Vous parliez des écoles, justement. Il y avait une question sur les écoles. Est-ce qu'on ne peut pas équiper toutes les écoles de Guyane, notamment avec vous? Comment ça se passe? Dites-nous ce que vous avez réalisé déjà et les futurs projets. Notamment, vous avez parlé de Suzini, terrain de tennis couvert. Enfin, Suzini, parce qu'il pleut en Guyane, hein, pour jouer au tennis, c'est compliqué. Dites-nous. Alors, nous, HDF, nous sommes sur notre tout premier projet, donc j'ai pas la prétention encore de dire que nous avons fait des choses, mais oui, le potentiel est clairement là. Oui. Comme je dis, nombreux sont des exemples de réalisations qui ont été faites et qui fonctionnent très bien. Maintenant, oui, il faut maintenant mieux penser nos systèmes de couverture pour qu'ils soient mieux adaptés à la réception de panneaux solaires. Je parlais tout à l'heure de bâtiments administratifs ils possèdent aussi une petite éolienne horizontale qui tourne. Donc voilà, c'est la confirmation de cette technique-là, leur pérennisation, qui va nous permettre d'avancer. Et je le citais, je me permets de le répéter, hein, les 3 derniers lycées construits en Guyane sont couverts de panneaux solaires
sont énergétiquement positifs. L'idée, c'est de faire avec les futurs lycées à venir. Tout à fait. D'accord. Tout à fait possible. Lycée, collège, bâtiment, quel que soit. Bâtiment d'habitation, oui. On est capable de multiplier ces possibilités-là. D'accord, très bien. Et vous, Gauthier Lemot, Voltalia? Je pense que c'est intéressant de souligner que depuis 2008, tous les nouveaux moyens de production d'électricité qui ont été installés sur le territoire, ce sont des énergies renouvelables. Donc pour accompagner... Depuis 2008? Oui, voilà. Pour accompagner la croissance de la consommation électrique, même si elle a tendance à se stabiliser, à stagner entre 2018 et 2019, elle a même baissé, parce que le taux d'équipement des ménages est de plus en plus performant, mais malgré tout, voilà, ça se stabilise. Donc les nouveaux moyens de production, ce sont des énergies renouvelables. Et pour parler de Voltalia, si on prend un peu la RN2 ou la RN1, du côté de Cacao, à côté de la Syrie, il y a cette nouvelle centrale biomasse qui assure à elle seule 5% de l'électricité du littoral. Ensuite, sur le CD5, il y a la centrale de Montsinéry, une centrale solaire au sol entre les criques Coco, criques Banane, on la voit depuis la route. Ensuite, RN1, juste après Kourou, début de la piste des Grades Saramaka, il y a une centrale biomasse à côté de la Syrie. Donc c'est la fameuse première centrale 100% biomasse d'outre-mer qui fonctionne depuis 2009. Et un peu plus loin, si on va vers l'ouest, à Sinamari, après le pont, sur le site de l'ancienne décharge municipale, on a recouvert 4 hectares de panneaux solaires et avec des batteries. Et puis un peu plus loin, Carrefour de Mana, Carrefour Lossat. Là, il y a ces fameuses batteries containerisées qui supportent l'ouest guyanais. Et puis un peu plus loin, en amont de Sosaba, sur le fleuve Mana, cette centrale hydroélectrique de Somaman-Valentin. Très bien, avec des projets à venir, notamment. Écoutez, je lis ce message, notamment de Lodi, qui dit très favorable à la question que je pose, mes chers auditeurs. Elle est très favorable. Il est temps que nous puissions créer et gérer notre propre énergie. La Guyane a beaucoup de potentiel, alors prenons les choses en main et bravo à vous. La Guyane, terre d'énergie renouvelable, en fin de compte, la population et les élus sont-ils réceptifs à ce nouveau message? Lorsque vous discutez avec les maires, les patrons de collectivités et autres, et puis la population également, quels sont les retours? Est-ce que les choses ont évolué dans les esprits? Comment ça se passe, Alain Cyril? Ça se passe très bien. Tant mieux. Non, très clairement, je crois que les élus de Guyane ont intégré et compris l'intérêt, le niveau de potentiel d'énergie renouvelable du territoire. Maintenant, ce sont des projets industriels qui ne sont pas faciles à faire, mais qui aujourd'hui sont réalisés avec un minimum de fonds publics. Rappelons aussi que la compétence pour la construction d'installations de production d'énergie renouvelable est dévolue au secteur privé. Ça n'est pas les collectivités ou l'État qui peut construire des centrales électriques. Eh bien, nous avons un accueil qui est tout à fait intéressant, avec 2 types d'intérêts. Le premier, effectivement, de mettre en œuvre de l'activité au plus près des localités, au plus près des collectivités, mais aussi d'apporter des revenus fiscaux, d'apporter de l'emploi, de permettre des réponses à de la formation, et puis d'être dans un cadre où il y a une animation économique qui se met en œuvre. Donc oui, ce sont des intérêts qui sont partagés. D'accord, très bien. Gauthier Lemot. Oui, je pense qu'au fil des années, les opérateurs privés que nous sommes ont rassuré les élus sur notre capacité à délivrer des projets et à produire de l'électricité, qui est un bien essentiel de consommation. On est quasi dans une notion de service public aux côtés d'EDF. Et donc, les élus ont compris cela et ont rédigé avec les services de l'État, la PPE, qui est une véritable feuille de route très volontariste pour développer nos énergies renouvelables. Il y a Louis Maud qui dit « Merci messieurs pour la transition énergétique. Bonjour Gilles, pourquoi les habitants du village de Prospérité refusent ce projet ?» Vous êtes au courant d'un projet refusé
il y a un petit souci. Je le lis en live comme ça. Non, mais on parle effectivement du projet que nous portons. Non, ça n'est pas un refus en tant que tel. Ils veulent discuter encore. Voilà. Nous sommes, au moment où je vous parle, oui, j'avais pas. C'est bon, je sais de quoi on parle. Nous sommes en pleine discussion. Nous avons eu des interférences, des désaccords, mais je crois que aujourd'hui, on trouve la voie de la compréhension. Il n'y a pas en fait d'antinomisme entre nos intérêts. On a un projet avec des volontés de conservation du massif. On a un projet qui est totalement non polluant, sans aucun rejet. Maintenant, il faut effectivement prendre soin que un tel projet industriel, il apporte des réponses en faveur de l'aménagement du territoire, du développement des activités des populations et notamment de celui de prospérité. D'accord, très bien. Oui, en fait, je suis au courant effectivement de ce sujet notamment. Albert, vous avez déjà répondu, mais peut-être qu'il prend l'émission en cours. Ensuite, j'aurai d'autres questions pour vous. Recrutez-vous actuellement, car beaucoup de jeunes attendent une réponse à leur demande d'emploi ou d'embauche. J'imagine que puis il y aura des projets, puis il y aura de l'embauche. Alors moi, j'ai 2 postes à pourvoir à Rémire. C'est vrai ? Une assistante administrative et en direct. Voilà, vraiment, les offres sont publiées sur notre site voltalia.com, sur Pôle emploi, sur yann.gf. Donc, une assistante Une assistante administrative. Administrative et un ou une juriste. Un et une juriste, voilà. Ben voilà, en direct, mon cher Albert, chez Voltalia. Si vous voulez plus d'infos, Voltalia, vous tapez sur le site internet. Il y a notamment tous les contacts. Est-ce que la crise sanitaire a touché vos entreprises, HDF Énergie, et également vous, Voltalia? Comment vous gérez là en ce moment? Bien sûr que oui. Je dis alors qu'on est en plein dedans toujours. Bien sûr que oui, mais... Il y a des chefs d'entreprise, vous retroussez vos manches. Nous sommes des industriels. L'adaptation a toute sa place. Et donc, nous avons mis en œuvre beaucoup de télétravail. Alors, nous qui sommes dans une phase de développement, la sensibilité est moindre, mais c'est d'abord une question d'adaptation aux conditions réelles. D'accord, très bien. Nous, on a été frappés, oui, comme tout le monde. Alors, on a donné un ordinateur portable à chaque employé. On a trouvé des solutions pour converser en ligne quand il fallait faire du télétravail. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, même si on est très vigilant. Et puis, en 2020, on a été assez lourdement frappés parce qu'on avait 2 chantiers de taille, notamment à Cacao, avec 50 personnes et des intervenants de 13 pays différents qui étaient en permanence sur le site. Donc, on a réussi, et je voudrais féliciter les équipes ici, on a réussi à maintenir le chantier ouvert. Bien sûr, on a accusé des retards, on a accusé des surcoûts, mais on a réussi à prouver que dans ces temps troublés, c'est possible. On arrive à maintenir les chantiers et à délivrer. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous retroussez vos manches, vous n'êtes pas fataliste, et ça, c'est quand on est chef d'entreprise, on est obligé de rester debout. Est-ce que vous avez des exemples, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, de pays qui ont compris cet intérêt-là depuis longtemps, où ça fonctionne bien, la population, les élus, les entreprises. On parle souvent des pays comme la Norvège, la Finlande et des choses comme ça, mais voilà, dites-nous des exemples de pays où ça fonctionne bien quand on parle d'énergie renouvelable. Vous avez des exemples à nous donner? Alors, nous avons ça peut être en France aussi, dans des régions. Un projet de développement qui est mondial. Aujourd'hui, nous avons des accueils qui sont totalement favorables, quels que soient les pays où on se dirige. Nous travaillons beaucoup dans l'arc caribéen et l'arc sud-américain. Gauthier va le confirmer. Mais notons aussi, alors certes, c'est une énergie à fort impact écologique, mais n'oublions pas que tous les pays en développement passent d'abord par la mise en œuvre des énergies renouvelables, notamment l'énergie hydraulique, pour s'équiper en énergie. Je vais laisser Gauthier développer sur le cas du Brésil, notamment.
Oui, moi je pense à l'Islande pour rebondir sur votre commentaire. Oui. Ah oui, l'Islande. C'est une île ça fait la taille de la Guyane. Oui, exact. C'est la même population que la Guyane. Oui, 300 000 habitants. Ouais. Et puis voilà, c'est 100% ENR. Ils ont, comme nous, de grosses ressources, d'importantes ressources naturelles. C'est la géothermie et l'hydroélectricité. Nous, on a de l'hydroélectricité, on a du soleil. On pourrait faire c'est vraiment un cas très parlant. Il y a une île dans l'archipel des Canaries également qui est complètement indépendante et qui est là sous le même régime que nous. C'est une région ultra périphérique de l'Union européenne. Donc elle bénéficie des mêmes systèmes d'aide. Et puis plus près de chez nous, au Brésil, à Voltalia, c'est là qu'on a le gros de nos troupes. Et on a plus de 600 mégawatts d'éolien dans l'est du pays. Là, on construit des lignes haute tension sur 200 km. On installe des parcs. C'est des parcs de 40, 50, 80 mégawatts. Donc ça se développe énormément. Il y a des régions du Brésil qui sont 100% énergie renouvelable. Effectivement, et puis vous parlez de l'Islande, voilà. Vous pouvez y aller, notamment aller voir sur Internet. Pourquoi on dit l'Islande? Parce que même population, notamment, et puis même taille, et puis ce potentiel notamment que nous avons en Guyane, cette prise de conscience qu'on veut comme ça inculquer à nos auditeurs, nos internautes, on l'a bien compris. Vous avez eu cette prise de conscience-là, les élus aussi, les politiques ont compris l'enjeu, notamment pour ces énergies renouvelables. C'était le grand forum, je rappelle, la Guyane, terre d'énergie renouvelable. Un dernier mot peut-être, Alain Cyril, Gauthier Lemot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population guyanaise, notamment sur ces enjeux-là de demain? Non, mais je retiens votre propos tout à l'heure où il fallait se diriger vers plus d'énergie. Moi, je dis, on va se diriger vers le toute énergie renouvelable. Ouais, ok, très bien. Et vous, Gauthier Lemot? Écoutez, je vous remercie en tout cas de cette invitation. Si on peut, notre engagement peut susciter des vocations auprès des jeunes Guyanais, ils sont les bienvenus. Il y a des formations à faire, il y a des emplois à pourvoir dans les années à venir. Et on espère tous ensemble réussir cette transition énergétique. Superbe, c'était le grand forum aujourd'hui. La Guyane, terre d'énergie renouvelable. Un focus sur Voltalia et HDF Énergie. Nos invités, Gauthier Lemot, directeur Guyane de Voltalia, Alain Cyril, directeur Guyane de HDF Énergie. Vous pourrez revoir cette émission sur le Facebook Live, mais sur la chaîne YouTube également de Radio Pays. Merci messieurs, à bientôt. Et j'espère que les Guyanais, mais je pense qu'ils ont compris les enjeux de demain dans ce domaine-là. À très bientôt, au revoir. Les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. L'heure vous est offerte par Top Amazonie, le spécialiste des tôles de couverture pour une maison mieux protégée. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce samedi, jackpot loto de Pâques de 10 millions d'euros minimum. Et les gains de l'option second tirage sont multipliés par 3, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Papa, tu peux m'aider pour faire mes devoirs en anglais? Pas de problème. Je suis the best. Écoute. Where is the glass? La glass is in the kitchen. Quoi? What? Tu ne connais pas la nouvelle glace Miko au biscuit américain? You know the American biscuit? It is so good. En fait, t'es aussi nul comme moi en anglais. Vous aussi, découvrez la nouvelle glace Miko biscuit américain. La nouvelle glace à l'accent légèrement américain. C'est un délice. Non. C'est comme ça qu'il faut dire. It is delicious. Pour votre santé, bougez plus. Vous entendez? C'est le bruit que va faire votre bouteille de Pepsi ou 7-Up gratuite. Du 1er au 18 avril, promo vente à emporter et livraison à domicile dans vos restaurants 1000 pattes avec le partenariat de Pepsi et 7-Up. Pour 3 pizzas achetées, une bouteille de 1,5 litre de Pepsi ou 7-Up offerte. Valable tous les jours dans vos 4 restaurants 1000 pattes à Cayenne, Rémy.